Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. La semaine dernière, nous avons exploré avec Denis Hove les grands fondements de la personnalité, ses modèles, ses composantes, son influence sur nos relations et son évolution tout au long de notre vie. Aujourd'hui, on poursuit cette exploration, mais sous un angle bien particulier, le lien entre personnalité et performance sportive. Je t'encourage à aller voir le premier épisode afin de comprendre au mieux les traits de personnalité et leur impact, ce qui te permettra de mieux saisir les enjeux abordés dans celui-ci. Dans ce deuxième épisode, nous allons nous intéresser à la manière dont certains traits de personnalité peuvent influencer la réussite dans le sport de haut niveau, la prise de risque ou encore le recours au dopage. On s'interrogera aussi sur la façon dont le sport, en retour, peut façonner la personnalité des athlètes et comment une meilleure connaissance de soi peut t'aider à améliorer tes performances sportives. Si tu veux comprendre comment ta personnalité influence ta motivation, ta résistance au stress, ta persévérance ou encore ton esprit de compétition, alors cet épisode est pour toi. Attends-toi à découvrir quels profils psychologiques réussissent le mieux dans le sport. Est-ce que le dopage est lié à certains traits de personnalité? Comment le sport transforme ta personnalité? Quelles sont les qualités d'un bon coach? Comment ta personnalité influence tes performances sportives? Et bien plus encore. À la fin de cet épisode, tu repartiras avec un regard plus affûté sur la psychologie du sport, mais aussi sur les mécanismes profonds qui lient personnalité, stress et performance. J'espère que tu prendras autant de plaisir à nous écouter que nous en avons pris à le faire. Et sans plus attendre, voici Denis Hove. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on plonge dans ta spécialité, dans le domaine sportif. D'accord. Et comment est-ce que la recherche, quel trait toi tu recherches chez tes sportifs, quel trait est-ce que tu essaies d'améliorer qui sont liés entre la personnalité et la performance sportive? Qu'est-ce qui favorise cette performance? Ouais. Alors bon, là, il y a quand même pas mal de recherches et de plus en plus en fait, c'est ça qui est intéressant sur ces questions-là. Et bon, on pourrait dire que les distinctions qu'on observe sont des distinctions classiques, hein. C'est-à-dire, tu vas dire, les meilleurs sportifs sont consciencieux, ils sont stables émotionnellement. Voilà. Bon, alors, une fois que tu as dit ça, ok, tu as dit ce que tout le monde aurait pu imaginer sans faire de recherche. Voilà. Mais en fait, la recherche, elle permet de distinguer un peu les choses, tu vois. Donc, par exemple, on va comparer des sportifs de haut niveau et des gens qui font du sport à un niveau récréatif, par exemple, tu vois. Donc là, on dit effectivement, là, ça match. Et puis, ce qu'on observe, c'est que les sportifs de haut niveau, ils ont une agréabilité qui est plus élevée. Voilà. Par exemple, les résultats de recherche montrent ça, plus élevé que les gens. Euh, voilà. Bon, il y a des différences hommes-femmes, tu vois. Et les femmes Pour les étant... sports collectifs ou pour les sports individuels aussi Alors, au niveau de l'agréabilité? il y a des différences aussi sport collectif, sport individuel. Donc les différents sport collectif, sport individuel, c'est alors c'est très bizarre, hein, mais les sports collectifs, euh, les scores les plus élevés, c'est les scores attends que je dise pas de bêtises, que je me trompe pas, en extraversion et en stabilité émotionnelle. D'accord? Voilà. Ah ouais, Et, ok. et l'agréabilité, on pensait que l'agréabilité Ouais, pourrait être, eh ben non. c'est étonnant, ouais. Ben non, mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, les mecs sont en compétition entre eux dans leur équipe. Bah oui, forcément, oui, c'est vrai. Oui, Hein. oui. Tu vois, c'est une idée un peu reçue de dire, Oui, mais la compétition est bien redirigée dans le bon sens, qui fait que ça marche, en fait. C'est ça, c'est qu'elle n'est pas exploitée de manière négative. voilà, exactement. Mais du coup, la disposition à l'agréabilité, dans un environnement qui est extrêmement compétitif, en fait, c'est ça, toujours la question, c'est dans quelle situation on se trouve. Tu vois. Ouais. Et le sport, là, on parle de sport de haut niveau, hein, le sport de haut niveau d'équipe, bien sûr, il faut jouer ensemble, mais quand on joue ensemble, on n'active pas l'agréabilité, on active d'autres choses. On active des coordinations et on fait travailler une autre partie de notre cerveau qui est le système de traitement de l'information, ce qui n'est pas tout à fait le même, tu vois. Là, l'agréabilité, c'est la qualité des relations. Et la qualité des relations dans une équipe, tu vas déjà regarder l'autre pour que ça soit pas toi qui soit sur le banc, mais lui qui soit sur le banc. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu ça, tu vois. Et Ouais, c'est exactement. donc c'est un peu la bagarre par rapport à ça, tu vois. Bon. Donc les Anglais, ils avaient fait des études au moment des Jeux Olympiques de Londres. Ils avaient sollicité un peu tous les chercheurs, etc. Ils avaient regardé un peu quelles étaient les caractéristiques des sportifs à plein de niveaux, et notamment sur le plan psychologique et de la personnalité. Donc, ils ont montré que les sportifs étaient consciencieux de haut niveau. Hein, alors, c'est ce qu'on appelle les super élites. C'est-à-dire, c'est ceux qui gagnent des médailles régulièrement, les super élites. Donc,
Voilà. Donc ils sont consciencieux, optimistes, une espérance plus élevée que les autres, tu vois, perfectionnistes, adaptatifs, tu vois, et tu vas aimer ça, narcissique. Basse agréabilité et haute extraversion, ça vient avec. Bah voilà. Mais parce que c'est le domaine où ils vont. Mais ça peut être c'est ce que je disais avec Jean Cotreau, c'est que la personnalité narcissique peut des fois être exploitée à bon escient Exactement. Alors dans les situations. Il y a des voilà. situations où Et elle ben va être voilà. plutôt viable. Et ben voilà. Et justement en sport, dans les situations de stress, de tension, où il faut être meilleur que les autres, les narcissiques s'en sortent bien mieux que les autres. Tu vois. Donc c'est là où tu dis que le côté dysfonctionnel du narcissique peut être fonctionnel dans une autre situation. C'est ça qui est intéressant, tu vois, par rapport à ça. Là, aujourd'hui, on a fait une étude, on vient de finir une étude descriptive des tendances dysfonctionnelles de personnalité. Alors, les tendances dysfonctionnelles de personnalité, c'est des dispositions, là, ça va au-delà du Big Five, en fait. Tu sais, quand on parlait tout à l'heure de psychologie clinique, etc., voilà. Donc, c'est des comportements, des pensées, des actions qui se déclenchent en conditions de stress, en conditions extrêmes, quand les gens sont, quand les mécanismes de défense, tu vois, fonctionnent plus, tu vois. Et ça entraîne pas forcément une altération clinique du fonctionnement de la personne, mais des troubles, des- je dirais un dysfonctionnement notable dans les relations avec les autres, tu vois, ou dans le fonctionnement qui vont faire que les gens quand ils sortent de leur zone de confort, ils se comportent pas au mieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc nous, on a utilisé un questionnaire de personnalité qui mesure ces tendances dysfonctionnelles, qui est un outil qui est beaucoup utilisé dans le milieu de l'industrie, pour des professions à risque, tu vois, les pilotes d'avion, etc. Et, euh, et on a regardé ce que ça donnait sur un échantillon de sportifs de haut niveau. Voilà. Et on a obtenu des résultats tout à fait intéressants sur les caractéristiques de personnalité. Donc on voit que ils ont des tendances donc dysfonctionnelles de personnalité dites donc alors on dit perfectionniste, bon ça on le savait, Rhys les Anglais avaient déjà dit, narcissique, nickel, vigilant méfiant. Alors vigilant méfiant c'est une autre façon de dire parce qu'on n'est pas dans le trouble de la personnalité paranoïaque, tu vois. Et expressif théâtral. Expressif théâtral, c'est une autre façon de dire histrionique. Tu sais, c'est les gens un peu, tu vois, voilà. Et tu vois, un peu genre, je sais pas si tu connais ce truc-là, John Drummond. I do not move. I do not move. Tu connais ce truc-là? Le 100 mètres Ah oui, 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 le c'est 100 bon, mètres le je plus l'ai, long de oui. l'histoire. Tu vois le truc? 2003, il faut le regarder sur Internet, c'est trop marrant ça. Tu regardes, I do not move. Le gars, il a bloqué la course parce qu'il n'était pas d'accord sur le fait qu'il avait anticipé le départ, etc. Et il fait tout un cinoche là, voilà. Donc c'est le comportement histrionique typique, tu vois, John Drummond, voilà. Bon alors, expressif théâtral, pas histrionique, expressif théâtral, tu vois. C'est-à-dire c'est pas du trouble parce qu'il faudrait pour faire un trouble, il faudrait lui faire passer le questionnaire, tu vois. D'accord. Voilà. Donc nous, on a observé ces tendances-là chez les sportifs. Voilà un peu des traits de personnalité intéressants. Euh, ce qu'on a remarqué, c'est que il n'y avait pas de niveau, il n'y avait pas de différence dans notre échantillonnage. Il y avait des jeunes sportifs, c'est-à-dire des sportifs dits talentueux qui sont dans les centres de formation, tu vois, donc des espoirs, élites. Il y avait des sportifs élites qui font de la compétition internationale, nationale, et des super élites, c'est-à-dire des gens qui gagnent des médailles au championnat du monde, championnat d'Europe, etc. Mais en fait, il n'y a pas de différence, c'est tous les mêmes par rapport à ces traits de personnalité, tous les mêmes. Par contre, on a des différences sur les team sports et individual sports, les sports individuels et les sports d'équipe. Et les team sports, ils scorent, tu vas voir, ça match avec le truc, ils scorent plus haut pour vigilant méfiant. Tu vois, ils sont donc plus parano. Ah, mais parce qu'en même temps, en équipe, on a peur de finir sur le banc. Eh ben voilà, C'est ça t'as bien la compris le chose truc. en plus. Voilà. Oui, forcément, il y a une pression Tu supplémentaire. vois, voilà, voilà. Donc il y a ça. Ils sont plus anticonformistes impulsifs. Ça, c'est les gens qui respectent les règles ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Voilà. Et ils sont plus narcissiques. Voilà. Bah, faut prendre sa place, quoi, en gros, hein, c'est ça, hein. Tu vois? Dans un team sport, faut prendre sa place, tu vois? Voilà. Et puis ensuite, Et l'anticonformisme, il peut aider justement, puisque si on fait pas les choses comme les autres,
on a une place qui va nous rester. On devient Oui, indispensable si on arrive à bien faire ça. oui, ou alors, moi, quand je questionne d'un point de vue clinique, les sportifs qui font ça, en fait, ils jouent avec les règles. Tu vois le OK, truc? ouais, c'est tirer le maximum de ce que tu peux du jeu, quitte à être à la Ah, limite, du fair play, quoi. ouais, ouais, voilà, c'est ça. Tu vois un peu le truc? Donc bon, voilà, je trouve que c'est intéressant et puis surtout, on a un autre résultat aussi qui est que, alors je te donne les scores exacts, 71 de notre échantillon présentait au moins une tendance de personnalité dysfonctionnelle. 71. OK. D'accord? Et 50. Ah ouais, donc il y a vraiment, Donc c'est vraiment un truc, qui est présent chez les sportifs, tu vois? Et 50 au moins 2. ah oui, ouais, ouais. Tu vois? Donc il y a des associations de tendances dysfonctionnelles, tu vois? Donc là, ça te donne un peu un descriptif, actualisé de ce qu'on peut voir, peut-être, en sport. Alors il y a des différences dans les sports aussi, il y a des recherches qui montrent ça. Alors pour moi, c'est un peu plus anecdotique parce que mais on pourrait dire, par exemple, il y a des études qui ont été faites sur les gens qui courent tu sais, les courses un peu extrêmes là, tu vois? Ironman, donc l'étude a été faite sur le marathon des sables. Tu sais, les gens qui font, je sais plus combien de marathons enchaînés les uns derrière les autres dans le désert là, voilà. Et donc eux, ils scorent très haut en extraversion et en ouverture d'expérience. Bon, voilà, ok. Quand on a dit ça, on est très avancé, je trouve. Euh, les sports de combat, ils sont moins névrotiques entre guillemets que dans les sports individuels, dans les sports collectifs. T'as intérêt à être équipé, hein, parce que je veux dire, tu fais du MMA par exemple, si t'es Ouais. déjà, tu vois ce que je veux dire, donc tu risques d'être en difficulté, quoi. Voilà. Bon, bref. Voilà. Ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, je peux te faire un peu la revue, un peu des recherches qui ont été faites, plus ou moins intéressantes. Par exemple, il y a des recherches qui ont été faites sur les comportements. On parlait tout à l'heure de l'utilisation des règles. Donc, ceux qui respectent les règles, ceux qui respectent pas les règles. Donc, ils ont fait ça. C'est des Allemands qui ont fait ça aussi. Ils ont fait ça sur des basketteuses et ils ont trouvé que ceux qui étaient consciencieux, ils faisaient moins de fautes. Et ceux qui faisaient plus de fautes, qui étaient sifflés avec des cartons jaunes, etc., étaient des gens qui étaient des sportifs qui étaient plus ouverts à l'expérience, qui scoraient plus haut en ouverture à l'expérience. Voilà. On va voir un peu jusqu'où on peut aller, quoi. En gros, tu vois. Ouais. Un peu le truc, tu vois. Voilà. Avant de se faire choper. Voilà, jusqu'à ce que mon mot se fait choper. Voilà, c'est ça. Ensuite, il y a des choses que tu as faites sur la coachabilité. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est comment les entraîneurs perçoivent les sportifs les plus coachable, tu vois. Voilà. Donc, ils aiment bien forcément les sportifs. Alors, tu vas dire profil parfait, agréable plus, on en a parlé un peu tout à l'heure, stabilité émotionnelle plus et caractère consciencieux plus, tu vois. Voilà. Et voilà, il y a des choses qui ont été faites sur les rôles dans les équipes. Les rôles dans les équipes, par exemple, les joueurs, et puis, tu vois, comment tu peux détecter le big, enfin le caractère, le trait de personnalité le plus marqué chez un sportif en fonction de ses comportements. Les joueurs comédiens, par exemple, sont les joueurs qui sont les plus extraverts. Les joueurs distracteurs sont les moins consciencieux. Les joueurs stars sont les moins agréables. Scoreboard agréabilité, les joueurs mentors les plus stables émotionnellement, tu vois, par exemple, des choses comme ça qui ont été faites. C'est intéressant, je trouve aussi, tu vois. Il y a une étude, je trouve, qui est intéressante. Alors, il y en a très peu des études comme ça, mais il y en a quelques-unes qui a été faite sur, donc c'est un Australien qui a fait ça, sur des sportifs, la durabilité des sportifs. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut prédire si un jeune sportif pourra, avec la personnalité, pourra devenir un sportif professionnel et est-ce qu'il va durer. Donc lui, il a pris des sportifs, il les a mesurés, et il a regardé 7 ans après ce qu'ils étaient devenus. Tu vois? Intéressant. Bah, ce qui montre, c'est que ceux qui ont tenu, entre guillemets, alors bien sûr, c'est toutes choses étant égales par ailleurs, hein, parce que il y a les blessures, il y a les qualités techniques, enfin, bon, il y a plein d'autres choses, mais quand tu mets les choses ensemble, et en fait, il dit qu'avec ça, plus d'autres paramètres, on arrive à 100% de prédiction. Donc, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, personnalité, c'est les gens les plus stables émotionnels qui passent, les moins individualistes, tu vois, et ce qui est quand même, Ouais, c'est marrant, et ce ouais. qui est quand même intéressant, hein, parce que tu dis, les jeunes dans les centres de formation, ils se disent, ah, c'est la bagarre, c'est la compète, etc. Ben, en fait, c'est pas en tout cas, c'est pas là. Les plus conservateurs, tu vois, les moins ouverts, et les plus consciencieux. Ouais, ouais, ça, c'est moins surprenant, quoi. Voilà. Voilà, ça, c'est un peu sur le sport de haut niveau. Il y a des choses qui sont faites sur la santé des sportifs aussi. Peut-être, je sais pas si tu veux qu'on en parle, mais je peux en parler un peu. Oui, carrément. Et moi, j'aimerais bien aussi voir le dopage. Je sais pas Ouais, si tu as des bah, on choses, peut mais mettre parce ça que dedans. Ouais. pareil, c'est le genre de comportement. Ouais, il y a des trucs très intéressants. Alors la santé peut-être et le dopage à l'intérieur, puisque ça arrange pour moi, ça rentre bien, tu vois? Donc ce qu'on sait
sur la santé déjà des sportifs, d'une façon générale, les gens ils s'engagent pas trop, les chercheurs s'engagent pas. Enfin, il y a une conférence de consensus, c'est-à-dire un espèce de synthèse qui a été faite en 2020, tu vois. Il disait, bon, oui, la culture de la performance, donc la performance à tout prix, bien sûr, c'est intéressant pour la performance, mais ça peut avoir des effets négatifs chez les sportifs. Bon, bah ça, c'est un peu l'évidence, tu vois, un peu le truc. Donc, pour réussir dans le sport, il faut être consciencieux, très consciencieux, mais perfectionniste méticuleux à l'extrême, bah, ou, tu vois, c'est pas bon pour le sportif. Donc, en gros, c'est ça, tu vois, ils prennent ces deux exemples-là, le deuxième exemple qu'ils prennent, c'est l'agressivité, tu vois. On a remarqué qu'il y avait une augmentation de l'agressivité instrumentale chez les sportifs. Ils apprennent, c'est les Américains qui ont montré ça, ils apprennent à être de plus en plus, tu vois, à développer des comportements agressifs, ce qui a un effet sur la performance, notamment dans les sports collectifs de combat, type le foot américain, tu vois, un peu ça, tu vois. Mais qui se traduit aussi en dehors des terrains, parce que on fait plus trop, voilà, malheureusement. Donc du coup, donc ça matche pas forcément, quoi. Donc ça, c'est un peu la première approche. Il y a chez les jeunes, alors on parle peut-être d'activité physique là au sens plus large, pas de sport de haut niveau, mais d'activité physique. Tu sais, on dit le sport, il faut que les jeunes bougent, etc. Voilà. Donc il y a une étude qui est sortie, voilà, l'année dernière en 24 par des Chinois. Ils ont fait une étude sur plein de jeunes, des adolescents, tu vois, et ils montrent que ceux qui donc avaient une pratique régulière d'activité physique, ça c'est intéressant, tu vois, c'est-à-dire ce qu'on cherche en fait, hein, quand tu fais, et scoraient les plus hauts enfin, en stabilité émotionnelle, d'accord, et ils avaient c'est surtout ça. Et ils avaient des scores d'extraversion, d'agréabilité et d'ouverture d'expérience et de conscienciosité relativement moyens. Voilà. OK. Donc c'est vraiment la stabilité émotionnelle qui joue un truc, voilà. Et à l'inverse, ceux qui avaient vraiment, peu d'activité physique, c'était alors je reprends les résultats, ils étaient consciencieux moins, agréabilité moins, et extraversion, ouverture expérience, et névrosisme moyen. Moyen bas, tu vois? Un petit peu en dessous, tu vois? D'accord? Donc le caractère consciencieux, c'est intéressant, moins il empêche, et la gravité moins, il empêche, entre guillemets, de pratiquer, mais c'est pas en augmentant ton caractère consciencieux que tu vas plus pratiquer, c'est plutôt en augmentant ta stabilité émotionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, justement, je me demandais dans quel sens va la personnalité. Est-ce que c'est parce que qui ont rejoint ceux qui font du sport, c'est parce qu'ils ont un minimum de conscienciosité, du coup ils s'y tiennent, ou est-ce que c'est parce que justement dans la rigueur que leur apprend le sport avec l'entraînement, que leur conscienciosité monte légèrement, et du coup après juste par bénéfice du sport normal, d'une activité physique par rapport à rien, que la stabilité émotionnelle augmente, juste en conséquence physiologique d'un meilleur traitement. Oui, alors, on est OK, il y a un effet rebond, quoi. Tu vois, t'entretiens, etc. Ouais. Mais il faut commencer. Et puis après, voilà, si tu vois, par exemple, moi je pense aux jeunes, tu fais faire du sport à un jeune et tu le mets sous pression à la performance parce qu'il faut gagner le match tous les dimanches, etc. Bah, tu l'incites pas à continuer. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, Voilà, clairement. parce que Oui, oui. tu Oui, parce que génères là, de la oui, tension et trop donc d'anxiété. voilà, Ouais. et donc du coup tu pousses dans la mauvaise direction. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont faites de ce côté-là. Après sur la pratique régulière d'activité physique, alors là, c'est pas avec des enfants, mais c'est avec des adultes. Il y a des choses intéressantes qui ont été faites aussi par des Allemands, Stiger, c'est Cologne, l'université de Cologne. Eux, ils ont testé, tu sais, l'activité physique régulière en termes de nombre de pas. Tu sais, il faut faire 10 000 pas pour être en santé. Et donc, ils ont donné des montres qui mesurent des pas à des personnes et leur en proposant, donc des gens qui marchaient pas beaucoup, qui n'avaient pas beaucoup d'activité physique, en leur proposant de leur donner la montre, c'était le cadeau à l'issue de l'expérimentation, et en leur proposant d'améliorer le nombre de pas qu'ils faisaient régulièrement, tu vois, jour par jour, semaine après semaine, etc. Voilà. Et ils ont mesuré leur personnalité. Et ils ont remarqué, ce qui était un peu attendu, c'est que ceux qui augmentaient le plus leur nombre de pas, c'était les gens qui étaient consciencieux et pas euh, qui étaient stables émotionnellement. Ça, c'était un premier groupe, voilà, un peu classique. Et ça, c'est ce qu'on a chez les gens qui ont des comportements de santé. C'est les caractéristiques de la personnalité pour les comportements de santé. Mais ils ont remarqué aussi qu'il y avait un groupe de personnes qui avaient augmenté leur nombre, qui étaient les gens névrosisme plus.
Donc stabilité émotionnelle, bas. Ok. Et ils ont appelé ça, c'est très intéressant, ils ont appelé ça le healthy neuroticism. Healthy neuroticism. C'est-à-dire, les gens, en fait, ils sont anxieux, ils perçoivent la menace, ils ont compris, ils ont intégré l'idée que s'ils font pas d'activité physique, ils risquent d'être plus malades. Donc, ils ont perçu la menace et du coup, ça les pousse à aller. Tu vois, c'est Ouais, pour ça. ils ont la peur derrière eux qui Voilà. leur court après. Voilà. Et tu vois, c'est Voilà, pour ça c'est que je ça. disais tout à l'heure, tu vois, les défauts, ce qu'on considère comme des défauts, peut être finalement, tu vois, une ressource dans ce cas-là. Et c'est tout à fait le cas. C'est tout à fait le cas dans ce cadre-là, tu vois. Voilà. Voilà, il y a des choses qui ont été faites sur l'activité physique, la rééducation, des choses comme ça. Moi, je suis en train de lancer une étude, là, j'ai quelques premiers résultats sur la santé mentale. Tu sais, le CIO, il a un questionnaire de santé mentale qui mesure, avec plusieurs screenings successifs, les états mentaux des sportifs, et c'est suite un peu à tous les problèmes qu'il y a eu de dépression qu'on observait chez les sportifs de haut niveau. Et nous, ce qu'on a regardé, c'est ce qu'il y avait des liens entre la personnalité et ces évaluations. Donc, le questionnaire s'appelle le SMHAT, Sport Mental Health Assessment Tool. Voilà. Et il y a plusieurs sous-parties. Nous, ce qu'on a remarqué dans les premiers résultats que j'ai, il y a une corrélation entre vigilant méfiant, c'est le fameux paranoïaque tout à l'heure qu'on a eu, et le premier screening qui est proposé par le fameux questionnaire là, qui est un screening qui mesure les adaptations des sportifs à leur contexte sportif, quoi, tu vois, compétition, etc. Voilà. Donc plus ils sont vigilants méfiants, plus ils scorent haut, ce qui est pas bon, ce qui est pas bon, tu vois. D'accord. Donc et puis ça match aussi sur le screening suivant qui screen l'anxiété, la dépression, la consommation d'alcool, etc. Tu vois, ça suggère que les individus qui ont une tendance à la méfiance, tu vois, méfiance d'autrui, qui est adaptatif par rapport à l'environnement dans lequel ils sont, tu vois, finalement, on pourrait dire que c'est une conduite adaptative Oui, totalement. parce que voilà, les autres, ils sont là pour prendre ta place, tu vois, et donc ils sont hyper vigilants, etc. Bah, en fait, ça tape sur le système de la santé du sportif, tu vois. Ah bah forcément. Enfin, ils vont être en stress permanent, il n'y a pas de repos. Voilà, Il y a toujours l'idée de se dire qu'on aurait pu faire plus, qu'on risque, on y va. Enfin, il y a la boule au ventre tout du long. Enfin, forcément, c'est sûr que. voilà. Et à l'inverse, on a vu qu'il y avait des facettes du névrosisme, la confiance en soi, par exemple, et une facette de l'extraversion qui est l'assertivité, la fameuse assertivité dont on a parlé tout à l'heure, qui score de façon inversée sur le premier test de screening. C'est-à-dire, plus t'es haut, plus tu vas faire chuter et plus tu seras adapté à l'environnement. Ce qui montre que, en fait, dans ces environnements-là, pour être en bonne santé, il faut vraiment prendre ta place. Si t'es pas à ta place, ça génère de la tension et tu morfles, quoi. Tu morfles. Donc, à confirmer, bien sûr, les études suivantes à faire qu'on est en train de lancer, quoi. Voilà. Alors, peut-être sur la santé, parler du dopage. Parler du dopage. Alors, les études qu'il y a sur le dopage, alors, je te fais une petite synthèse. Beaucoup d'études sur l'usage d'anabolisants, hein, des stéroïdes. Ok. Donc, score élevé en ouverture d'expérience. C'est un peu ce qu'on a sur les drogues, hein. C'est un peu classique. Hein, consommation de drogue, non-respect des règles, etc. Et score élevé en neuroticisme. Voilà. On trouve aussi des scores élevés en Ah, donc ce serait par peur grandement la base de dopage et pas parce que moi j'aurais parié sur extraversion justement Non, élevée et le besoin de la stimulation. non, Ok. non. Et alors, c'est un des modèles qui existe, qui a été développé par Cooper, c'est-à-dire qui dit que on peut se doper à la fois pour réduire la tension qui est liée à la peur de ne pas produire de la performance, donc ça c'est le fameux neuroticisme, d'accord. Et on peut aussi se doper pour maintenir un niveau de stimulation élevé. Tu vois ce que tu dis toi, Ouais. tu vois ce que tu dis toi. Donc notamment, et prends cet exemple-là, quoi. Là, ces recherches-là, elles ont été faites souvent dans les salles de sport, tu vois. Ok. Donc, il faut faire attention à prendre un peu sous les pincettes parce que c'est des contextes un peu particuliers. Bien sûr, la dark triad a été testée hein, pour voir un peu si ça. Donc, la dark triad, c'est un peu donc machiavélisme, antisocial ou psychopathe, hein, voilà, et narcissique. C'est trois traits Et mis maintenant ils ont ensemble. ajouté sadique à tout ça.
Oui, mais sur ces études-là, ils le mettent pas, hein. On reste sur du dark triad. Et en fait, c'est intéressant parce que la recherche qui a été faite là-dessus, elle n'a pas été faite avec une population de sportifs un peu de tout, quoi, avec peu de professionnels, mais un peu de tout le monde, tu vois. Et seul enfin l'antisocial, le psychopathe, quoi, et le machiavélisme score avec l'usage c'était quoi? C'était les stéroïdes aussi, je crois. Ouais, c'était les stéroïdes, je me rappelle plus, d'accord? Et pas le narcissisme. Tu vois? De ce qui laisserait entendre que les gens, ils se shootent, entre guillemets, ou ils se prennent ces trucs-là pour construire des plans pour manipuler la réalité. C'est le machiavélisme, ça, d'accord? Et aussi parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas à respecter les règles. Et pas prioritairement pour ce sentiment de grandiosité. Tu vois un peu le truc? Ce qui est assez marrant quand on voit tout le phénomène sur les réseaux sociaux, des gens qui se dopent, notamment en bodybuilding et tout, enfin des Ouais, gens en muscu, ouais. mais qui par contre, une fois confrontés devant un physique qui est évidemment dopé, ne l'assument pas et viennent justement manipuler un petit peu pour dire non, c'est faux, on peut l'avoir naturellement, et après se servir de ça pour vendre des produits, etc. Ouais. Où là, du coup, on voit bien le côté antisocial, machiavélique. Voilà, t'as bien compris, t'as bien compris le truc. Voilà. 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 Et puis je trouve qu'il y a une autre recherche dont je voulais te parler qui est intéressant, c'est l'effet rebours, toi, que l'utilisation de stéroïdes peut conduire aussi à des troubles de la personnalité. Donc c'est un Sud-Africain, Cooper, qui a fait ça. Ça date, hein, en plus, hein, mais et lui, il a regardé les troubles de la personnalité chez les bodybuilders et il les a testés avant l'usage de stéroïdes et après l'usage de stéroïdes. Et il a vu des scores qui augmentaient dans 7 types de troubles de la personnalité. 7, d'accord, y compris personnalité paranoïaque, schizotypique, antisociale, bien sûr, borderline, enfin bref, ça détruit les personnes, quoi. Ça détruit les personnes, tu vois. Voilà. Et voilà, c'est pas très reluisant. Alors bien sûr, il y a des contradictions dans ces études, hein, parce que comme tu dis, il y a certains sportifs qui se dopent par narcissisme, etc. Mais en fait, la difficulté dans le dopage, c'est que bah, quand on veut avoir des données simples, on travaille avec des bodybuilders. Tu vois. Donc c'est facile, mais les bodybuilders, c'est pas tous les sportifs. Voilà, c'est ça le problème. Donc et bah tu peux Bah, et c'est un pas. sportif particulier, Ah quoi. C'est voilà, un t'as bien cadre compris. vraiment T'as particulier. compris. Donc tu peux pas, si tu veux, c'est très difficile d'aller demander à un sportif, je sais pas, un athlète, Ouais. un cycliste, un skieur, est-ce que tu veux me répondre à mes questionnaires sur le dopage, etc. Le mec il dit ah non, moi je suis pas concerné, tu vois, etc. Voilà. Et en plus, les institutions, les organisations sportives sont pas forcément toujours enclines à développer ce genre de choses parce que elles veulent pas être stigmatisées, tu vois. Moi j'ai beaucoup travaillé sur le dopage et je sais que certaines fédérations disaient non, mais nous, il n'y a pas de dopage chez nous, ça sert à rien, venez pas chez nous. Tu vois. Bon, donc, alors qu'en fait, ça va très bien, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Ces résultats-là sont aussi à interpréter avec réserve. Voilà. Mais c'est pour ça, moi, j'aurais été curieux de savoir s'il y avait eu justement des études sur le dopage dans des gens en équipe. Par exemple, quelqu'un dans une équipe de volley ou de n'importe quoi qui justement va se doper parce que je me dis que là, peut-être que la réflexion, elle est différente de celui qui se dope pour sa course ou pour sa compétition de bodybuilding, où là, il y a un enjeu collectif en plus derrière le dopage, donc peut-être que les motivations peuvent changer. Ouais, mais on n'a pas je parle en psycho, hein, on n'a pas de données là-dessus, hein. On n'a pas de Oui, données oui. là-dessus, hein. Oui, non, mais c'est ça qui est dommage, mais parce que aussi, je me doute que forcément, dans ce genre de compétition, c'est très délicat que quelqu'un assume comme ça devant des chercheurs. Enfin, oui, Bien sûr, forcément, tout ça. mais après, bah voilà, mais après, dans la réalité, tu peux être sûr qu'il y en a autant qu'ailleurs, hein, voilà, c'est sûr. C'est probable. Il n'y a pas de raison, si tu veux, Ouais. qu'un sport soit plus que l'autre, alors même s'il y a des raisons biologiques, mais tu ne te dopes pas toujours que pour des raisons biologiques. Tu te dopes aussi parce qu'il y a des charges d'entraînement qui sont très élevées, tu te dopes parce que tu peux te doper parce que pour plein de raisons, parce que tu es fatigué, voilà, parce que tu n'assumes pas les choses, etc. Donc, il y a tellement de possibilités que tu peux pas réduire ça à un sport. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est dommage qu'il n'y ait pas une sorte de mouvement d'encourager des réflexions sur ça, anonymiser tout du long, mais qu'au moins il y ait des données et qu'on puisse après prévoir. Parce que du coup, le problème avec ça, c'est que je suppose que du coup, pour aider ou pour prévenir le dopage, c'est tout aussi compliqué. Est-ce que vous êtes dans le flou un peu tout le temps? Exactement. Et puis quand, par exemple, l'Agence mondiale antidopage fait des programmes de recherche en sciences sociales, en humaines et sociales, mais quand on regarde un peu ce qui est produit, bah, c'est rarement des sportifs de haut niveau.
Puis quand c'est des sportifs de haut niveau, c'est un peu toujours les mêmes populations, c'est-à-dire c'est des populations qui savent que de toute façon elles sont ciblées et que bah, elles acceptent finalement de le faire, quoi, tu vois. Donc, euh, donc de ce point de vue-là, je trouve que ça stagne un peu, tu vois, ça stagne un peu. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de travailler là-dessus. D'ailleurs. Ouais. Oui, Ouais. bah forcément, oui, quoi. T'as un peu les points liés Bah voilà, voilà, à bloquer à ce niveau-là de tous les côtés, c'est c'est ça, compliqué, ouais. c'est ça, c'est ça. Pour finir l'épisode, je voulais avoir une petite dernière question. Ouais. Qu'est-ce qui fait les qualités d'un bon coach? Parce que du coup, le coach va être dans une position délicate où il faut qu'il pousse son équipe ou le sportif individuellement à dépasser ses performances, à aller vers quelque chose de plus haut, à se surpasser. Mais comme tu disais tout à l'heure, l'exemple d'un père qui dit à son enfant des objectifs constamment trop hauts ou un coach qui mettrait des objectifs constamment trop hauts, son sportif vivrait du coup dans l'anxiété permanente de rater. Et donc, comment est-ce qu'on se situe là et qu'est-ce qui fait du coup un bon coach psychologiquement Bah, je pense qu'il n'y a pas un bon coach, mais il y a des bons coachs. Et des coachs qui s'adaptent aux situations dans lesquelles ils sont. Tu prends l'exemple du PSG, coacher l'équipe avec Mbappé, Neymar, pour moi, c'est impossible. Hein, tu peux pas coacher une équipe comme ça. D'ailleurs, ils ont tous raté. D'accord. Et puis, quand toutes ces stars sont parties, l'équipe devenait coachable. Tu vois. Et du coup, là, tu peux coacher ce genre d'équipe. Donc, dans les équipes, t'as des configurations de joueurs qui vont être différentes, etc. Et donc, tu peux produire un type de coaching qui va être ajusté globalement pour l'équipe et ajusté individuellement avec les sportifs. Donc, la règle de it depends est très important, très important. Tu vois. Donc, il n'y a pas un modèle de coach. Bien sûr, il y a des recherches qui montrent qu'il faut y aller à proximité, tu vois, partagé, co-construit, etc. Il y a des recherches. Mais ça vaut, c'est tellement général que je dirais, c'est le type de relation que tu peux avoir quand tu entraînes tous les mercredis après-midi avec les jeunes. C'est pas, je néglige pas ce genre d'entraîneur, hein, mais c'est pas le même métier, si tu veux, que d'entraîner tous les mercredis après-midi, que d'être entraîneur dans un centre de formation avec des jeunes sportifs qui aspirent à devenir des professionnels, ou d'être entraîneur professionnel, enfin qui s'occupe de sportifs professionnels. C'est trois métiers complètement différents. Trois métiers complètement différents. Tu vois. Donc déjà ça permet de pondérer un peu. Donc je dirais que pour les jeunes sportifs, une des qualités premières en termes, si on regarde juste sur la personnalité, ça va être l'agréabilité et puis le caractère consciencieux. Pourquoi? Parce que tu vas apprendre aux sportifs, et aujourd'hui ça va être encore plus important, à se respecter. Tu vas apprendre, c'est ça l'expérience sportive, hein, tu vois, c'est apprendre à respecter les autres dans la différence. Donc pour là-dessus, c'est l'agréabilité que tu vas faire matcher, tu vois. Et puis le caractère consciencieux, tu vas apprendre aux sportifs à se tenir un objectif, comment persévérer, l'atteindre, etc. Et donc du coup, l'expérience sportive est positive pour les jeunes aujourd'hui. Voilà, tu vas les faire se tenir des engagements, arriver à l'heure, le jour du match, avec toutes tes affaires, sans avoir oublié des chaussures. Enfin, tu vois le truc. Donc ça, je dirais, les deux qualités premières du coach jeune. Tu vois, voilà. Les coachs en centre de formation, on insiste plus sur le caractère consciencieux, tu vois, et puis sur la stabilité émotionnelle, parce que il faut qu'ils soient rassurants, parce que les sportifs sont très anxieux dans les centres de formation, parce que, par exemple, tu prends en foot, il y en a que 10% qui deviendront professionnels, hein, même pas. Hein, tu vois. Oui, ça. Il y a énormément d'enjeux sur les performances, sur tout ça à chaque fois. Du Voilà, coup, oui, voilà. forcément, il faut Donc, quelqu'un qui arrive à contenir. voilà, donc du coup, si toi-même tu mets la pression, si t'es pas stable émotionnellement, etc. Et donc, alors on est plus sur l'attachement. Je sais que t'as fait des posts sur l'attachement, donc donc c'est plutôt sécure, tu vois, l'idée d'attachement sécure qu'on développe, etc. Pour les conduire, voilà. Et en même temps consciencieux, on construit la rigueur, l'exigence, etc. Et nous, on a fait des études sur le développement des sportifs, quels étaient les changements dans la perspective. Tous disent, quand on rentre au centre de formation, on apprend la rigueur, on apprend, et les coachs sont sympas, tu vois. Donc, tu as l'agréabilité, bien sûr, qui reste, mais voilà. Et quand je me suis occupé beaucoup de formation de coach dans les centres de formation. Euh, Quand je fais de l'accompagnement de ces coachs-là, on regarde beaucoup ça, on regarde beaucoup comment générer de l'exigence,
vois, de la persévérance, etc. Parce que c'est ça, hein, l'idée, c'est de tirer le max, tout en préservant l'équilibre du sportif, sans aller trop loin, etc. Et donc ça nécessite de travailler sur ces deux qualités-là, quoi. Voilà. Après, quand tu es coach professionnel, c'est pas tout à fait pareil, puisque quand tu coaches avec des équipes professionnelles, ta durée de vie dans l'équipe, c'est 2 ans, hein, à peu près, hein, moyenne, hein, dans des sports professionnels, comme le foot, par exemple. Donc, tu es tiraillé, en fait, avec différentes choses, avec ton président qui te dit attention, moi je veux des résultats, etc. Et puis, comment dire, les partenaires, et puis les spectateurs, hein, les fans, voilà, chercher le terme, les fans, et puis tes joueurs, voilà, que tu as devant toi, quoi. Voilà. Donc, c'est souvent un management sur le projet, quoi, d'accord, et sur lequel il faut être très stable émotionnellement, c'est clair, hein, c'est clair. Mais parce que il y a énormément de stress dans le métier de sportif professionnel, d'entraîneur de sportif professionnel, comme tu peux te rendre compte, parce que justement, ils sont tiraillés de partout, quoi. Ils sont tiraillés de partout. Donc, c'est un métier où il faut être 100% présent et en tension tout le temps. Donc, on voit beaucoup de dépression chez les sportifs. Donc, si t'es pas équipé d'un point de vue de stabilité émotionnelle, tu peux pas tenir dans cet environnement-là. Voilà. Après, il faut être carré, il faut être consciencieux, il faut être cadré, etc. Il y en a, hein, qui sont là-dedans, qui sont pas forcément très consciencieux, hein, mais ils sont plus en difficulté. Il faut qu'ils développent d'autres choses à côté, quoi. Tu vois le truc? Voilà. Donc, on retrouve un peu les grands standards, mais voilà, on sait que quand tu as des joueurs qui sont un peu narcissiques, tu as intérêt à être un peu narcissique toi aussi, hein. Voilà. Mmh. Pour Oui, il pas faut pouvoir tenir face, ouais. voilà, faut tenir face, on sait, qu'il faut, être capable de déléguer aussi, parce que sinon ton vestiaire, il peut vite se retourner contre toi, donc avoir des relais, et cetera. Donc c'est plus de la personnalité là, c'est de la technique de coaching, et c'est d'autres dimensions qui sont là, mais forcément il y a des qualités, intrinsèques, qui existent, hein, qui existent, quoi. Bah, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, Denis. Avec plaisir. Merci, de m'avoir, fait participer à ce podcast avec beaucoup de plaisir. Bah, c'était un plaisir aussi. Au revoir. Au revoir.